Ok, eh bien écoutez, on est parti pour partir à la découverte des méthodes de prospection. Et je crois que la prospection, on en a touché déjà deux mots en amont. Il n'y a pas énormément de gens qui aiment ça. Les seuls qui aiment ça sont des purs commerciaux, plutôt profil chasseur, et qui ont intégré que la prospection, c'est avant tout un jeu. Donc, on va dire que je peux présupposer que Pareto est passé dans la prospection comme ailleurs et que pour 80% d'entre vous, la prospection, c'est un espèce de mal nécessaire auquel on va avec plus ou moins d'entrain, d'enthousiasme, voire à reculons. Et parce que, ben, comme on l'a dit tout à l'heure en amont, nous-mêmes, on n'aime pas être prospecté je crois qu'on est à peu près tous dans le même cas, même en étant inscrit sur Blocktel, dès que c'est midi 10, boum, ça y est, il y a des appels qui arrivent pour votre CPF, de l'isolation chauffage, un truc pour les propriétaires alors que vous êtes locataire, voilà. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Et c'est ce qu'on n'aime pas, mais c'est de la prospection qui est mal faite, puisqu'en fait, je suis dans un truc qui débarque avec quelque chose qui est pas ciblé. Donc, je vous renvoie pour partie au premier webinaire sur la stratégie commerciale pour vraiment bien définir sa cible. Également sur le webinaire sur le pitch de façon à ce que l'argumentation sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous m'apportez, quel ennui vous m'évitez, ça doit être clair et bien travaillé avant de démarrer la prospection. En prospection, votre premier ennemi, c'est le temps dans les deux sens du terme. D'abord parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs en mode solo ou dans des petites structures, et donc il n'y a pas de mystère. Pendant que je prospecte, je ne produis pas. Pendant que je produis, je ne prospecte pas. Et c'est comme qu'on voit l'espèce de yo-yo de l'entrepreneur. J'ai décroché quelques contrats, donc ça y est, je réalise mes prestations, je fais mes deals, je fais mes factures, je ne prospecte plus. Et donc, du coup, la pompe se désamorce et c'est comme ça que j'ai des phénomènes de yo-yo. Donc, la première chose, soyez conscient que votre ennemi, c'est le temps et que ça nécessite donc d'être efficace. La deuxième chose, c'est que votre ennemi, c'est le temps que le prospect est prêt à vous consacrer. Et là aussi, je vous invite à avoir une réflexion sur quand vous recevez, vous, une visite physique, un mail, vous rencontrez quelqu'un dans une soirée, on vous présente quelqu'un, peu importe la manière dont un inconnu va arriver à vous, réfléchissez combien de dixièmes de seconde il s'écoule entre ce premier contact et le moment où vous allez vous dire, bon, ouais, ok, j'écoute, ou je zappe. Donc, il y a une prime à la régularité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que les gens qui se mettent, allez, ouais, j'ai vu un webinaire, je me mets à fond sur la prospection et j'y consacre du temps, etc. Et puis je fais plus rien. Il y a vraiment une prime à la régularité. La deuxième chose, c'est d'avoir un temps dédié, c'est-à-dire que suivant les professions que vous exercez, il y a des moments où c'est même pas la peine de prospecter. Si vous cherchez, par exemple, enfin, il y a certaines si vous êtes en B2B, on sait que par exemple le lundi matin dans les entreprises, c'est le moment des réunions. Suivant qui est votre interlocuteur, il y a de fortes chances qu'il soit en réunion. Je vais prendre un autre exemple, rien de sexiste dans ce que je vais dire, mais si votre cible, ce sont des responsables RH qui sont majoritairement des personnels féminins, le mercredi, en tout cas, va pas forcément être le meilleur jour parce que depuis la mise en place des 35 heures et la généralisation du télétravail, et bien souvent ces personnels-là sont moins dispo. Donc une fois que vous avez trouvé quel est le bon moment, il faut vraiment que ça soit un rendez-vous avec vous-même, une fenêtre de tir que vous bloquez dans votre agenda pour vous consacrer à la prospection. L'autre conseil qui va avec, cherchez pas à bloquer une demi-journée prospection et puis vous faites plus rien de la semaine. Préférez plutôt bloquer des petits moments prospection. Je fais une heure à une heure par exemple le mardi et une heure et demie le jeudi. Ça, c'est à voir en fonction de votre activité, du timing de vos clients et du goût que vous pouvez avoir pour cette chose-là. Et donc, régularité et un temps dédié. En 3, il faut automatiser tout ce qui peut l'être. Vous allez percevoir qu'il y a tout un tas de choses qui sont récurrentes et donc tout ce qui peut être automatisé doit être automatisé.
pour autant qu'on ait testé et validé avant que la formule manuelle fonctionne bien. Et enfin, il faut bien choisir son canal. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait personnel, puisque ce qui va marcher pour vous ne va pas marcher pour votre voisin, et ainsi de suite. Voilà. Alors, l'étape 2, ça va être de travailler votre différence. Alors, ceux qui étaient là lors du précédent webinaire en ont déjà entendu parler. Quand je vous ai demandé de vous présenter tout à l'heure, certains d'entre vous m'ont marqué, ben voilà, je vends ceci à des pros, à des particuliers. Oui, seulement un professionnel et un particulier n'a pas les mêmes préoccupations. Je ne le joins pas de la même manière. Je ne lui tiens pas le même discours. Donc, forcément, même si vous pouvez vendre aux deux, il va falloir prospecter de deux manières différentes. Ensuite, donc, cultivez votre différence parce que ce qui fait que je vais vous accepter de discuter avec vous, c'est que justement, j'ai perçu que, ah bah tiens, là, il y a quelque chose qui change, ou tiens, ça me plaît, ou tiens, ça me ressemble. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Sacha Guitry, avec cette citation que j'aime beaucoup, vouloir plaire à tout le monde, c'est prendre le risque de plaire à n'importe qui. Donc, cultivez votre différence. Navré pour la redite pour ceux qui étaient au webinaire précédent, mais je vais redonner un exercice sur lequel je vais passer très rapidement. Vous retrouverez les slides après, qui est un exercice pour prendre conscience de vos atouts différenciants que vous devez mettre en avant. Donc, on va pas le faire maintenant, vous le ferez après. Vous listez l'ensemble des canaux par lesquels vous pouvez rentrer en contact avec un prospect. Donc, vous listez tout. Pardon, ce slide n'est pas pertinent. Vous listez ici vos forces, pardon. Ici, vous allez lister en quoi est-ce que c'est important pour le client. Typiquement, j'ai beaucoup d'expérience. À quel point c'est important pour le client. Vous mettez une note de 1 à 5. Donc, c'est pas oui, l'expérience, c'est très important pour le client. 5. Et puis, je vais continuer à lister. Je suis très sympa. C'est un de mes points forts. Est-ce que c'est important dans l'acte d'achat pour le client? Oui, c'est mieux, mais c'est quand même pas ce qui va faire fondamentalement la différence. Oui, c'est important, mais c'est pas majeur. 4. Et vous allez lister comme ça sur toutes vos forces. Ensuite, vous allez faire la même chose avec est-ce que ça me distingue de mes concurrents? Typiquement, en ce qui me concerne, je suis très expérimenté, ça fait bientôt 25 ans que je fais ce métier. Est-ce que c'est important pour le client? Oui, j'ai mis 5. Est-ce que c'est important, est-ce que ça me différencie de mes concurrents? Pas vraiment, les gens qui font ce métier généralement sont expérimentés. Donc, je vais mettre par exemple 3. Et on voit que donc, si j'ai une pépite, quelque chose où c'est clairement un de mes points forts et je suis le seul à le faire, ben, je vais avoir 5 et 5, ça me donne une note de 25, ça c'est mes pépites. Si je prends dans le cas de l'expérience pour moi, c'est très important pour le client, 5, mais mes concurrents aussi, 3, ça va quoi, 15, c'est pas ce que je vais mettre en avant. Je vais mettre en avant autre chose. D'accord? Donc ça, faites ce petit travail, ça va vous aider dans la communication et dans ce que vous allez utiliser dans votre discours, qu'il soit téléphonique, qu'il soit lors d'une présentation dans un réseau d'affaires, qu'il soit par mail, etc. Voilà. Avant de vous lancer, vous avez une troisième étape qui va être de faire le choix de votre message. Prospection, ce que vous cherchez, c'est dans un premier temps obtenir un rendez-vous. C'est le droit de vous asseoir, c'est le droit d'être écouté. Et la prospection, c'est uniquement ça, parce qu'après, on passe dans la conduite d'entretien, ce qui sera l'objet du prochain webinaire, qui permet d'argumenter, qui permet de découvrir le client, qui permet de traiter les objections, qui permet de convaincre. Ça, c'est le prochain. La prospection, c'est je cherche quelqu'un qui est réceptif à mon offre et qui accepte de me recevoir. Donc, ça ne sert à rien de vouloir lui faire l'article sur mon produit, c'est ceci, c'est cela, etc. Non, on se rapproche de ce qu'on a vu pendant le pitch. Donc, dans les choix, le choix de la cible est indispensable parce qu'on n'a pas le même discours suivant que je suis avec des pros B2B ou avec des particuliers B2C. Et c'est encore différent si je travaille avec des prescripteurs. Dans le choix de votre message de prospection, il y a une règle absolue, c'est une cible égale un message et seulement un seul. Et donc ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir préparer dès
messages ou des campagnes de prospection. C'est-à-dire que si vous résolvez, par exemple, j'ai vu tout à l'heure service pour les cliniques vétérinaires. J'imagine qu'il y a différents services. Si j'essaye dans un mail de prospection de cibler l'éventail complet de ce que je sais faire, je vais avoir tout un tas d'informations, je vais noyer mon interlocuteur, je vais obtenir un phénomène de rejet. Donc, il vaut mieux en faire plusieurs à intervalles réguliers dans l'année, en fonction de, je ne sais pas moi, la saisonnalité de votre activité ou la saisonnalité de l'activité de vos clients ou autres. Et c'est vraiment, j'adresse un problème à la fois. Au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre sur le côté et j'essaierai d'y répondre à la volée pendant le webinaire. Une fois que vous avez choisi votre cible, il va falloir choisir les supports. Avec quoi est-ce que vous allez accompagner votre message? Est-ce que votre support principal, ben, moi dans mon activité c'est tout simple, c'est mon site, ou moi dans mon activité ben, c'est les réseaux sociaux parce que ce que je vends par exemple, on a une dame qui est décoratrice, quelqu'un qui est décoratrice d'intérieur, des photos de réalisation, ça va très bien sur un site internet, ça va très bien aussi sur les réseaux sociaux, je pense en particulier à Insta. C'est un peu plus compliqué sur un flyer d'avoir vraiment le rendu que peut donner une jolie photo. Voilà, donc ça va dépendre. Et il y a souvent un mix entre les différents éléments. Les réseaux sociaux peuvent tout à fait être quelque chose qui donne une petite information puis qui ramène sur votre site. D'accord? Ou les réseaux sociaux peuvent être un moyen d'obtenir une adresse. Là où le site internet va offrir simplement un point de contact. Euh, une fois que j'ai choisi ça, là, il y a un gros morceau, quel fichier. Votre fichier, vous pouvez pas, pour prospecter, alors, je vais vous donner une méthode qui a fait ses preuves, ça donnait de très bons résultats, dans une marque qui a longtemps été considérée comme une excellente école de vente, qui était Xerox, les photocopieurs. Les vendeurs Xerox étaient des prospecteurs redoutables. Quand ils étaient en formation, il y avait un moment où le chef des ventes les emmenait dans une zone industrielle et lâchait une artère par nouvelle recrue commerciale. Et le leitmotiv, c'était là, dans cette rue-là, il y a un copieur à vendre, mais je ne sais pas où c'est. Il faut que vous le trouviez. Voilà. Et les gars faisaient de la prospection porte à porte avec un degré de qualification préalable de 0. C'est une entreprise, donc elle peut avoir besoin d'un photocopieur, donc je vais l'avoir. Ça veut dire que je pars from scratch et que j'ai aucun élément et que je ratisse hyper large. Ça, aujourd'hui, ça existe encore dans certains métiers, mais globalement, c'est mort parce que le ciblage 0, donc la personnalisation 0, donc pour sortir du lot, c'est mort. Donc, la première étape de votre prospection, ça va être de créer votre fichier. Qui sont les gens qui sont susceptibles d'avoir besoin de votre offre? Alors, des fichiers, on peut en acheter. La CCI en vend. Il y a d'autres organismes spécialisés comme, je sais pas moi, Corporama ou autre. Enfin bon, acheter des fichiers commerciaux aujourd'hui, on trouve ça un peu partout sur Internet. Tout comme on peut se les créer soi-même, notamment en récoltant des adresses via les réseaux sociaux. Alors, ceux qui sont à l'aise avec ça, il y a ce qu'on appelle le scrapping qui va permettre donc de récolter des adresses avec des petits outils qui vont se balader de manière automatique sur le net pour récupérer des adresses. Et donc ça peut vous donner une première base pour récolter. Donc, une fois que vous avez vos adresses, alors ça peut être ça peut être un annuaire pro, ça peut être des listes d'exposants sur un salon qui vous concerne. Il y a mille et une façons de se constituer son fichier. Donc ça, c'est la source. Ensuite, ce dont il va falloir faire attention, c'est l'ancienneté du fichier. En gros, je vois des fois des gens qui démarrent une activité qui disent « Ouais, puis j'ai récupéré un fichier qu'on m'a donné, etc. » Puis le fichier, en fait, il a 4 ans. Bon, bah, le fichier, il est mort. Au-delà de 3 ans, de toute façon, un fichier qui n'a pas été travaillé, c'est un fichier qui est mort parce que les préoccupations des gens ont changé. Si on est avec des particuliers entre-temps,
ils ont construit, ils se sont mariés, ils ont divorcé, ils ont eu des enfants. Bref, c'est plus bon. Et version professionnelle, en 3 ans, ils ont eu une promotion, ils ont changé de boîte, ils ont démissionné, ils sont au chômage, ils se sont mis à leur compte, etc. Donc, un fichier qui n'est pas régulièrement travaillé, c'est un fichier qui devient rapidement obsolète. D'où la nécessité de l'entretien du fichier, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez un contact avec un prospect, ça doit être actualisé dans votre fichier. Parce que lorsqu'on est au démarrage d'une activité, je vais aller à l'extrême, j'ai rencontré 10 prospects depuis le début de mon activité. Oui, ok, à la limite, je peux gérer ça de tête. Quand je vais commencer à arriver à 40 ou 50, oui, je peux gérer ça avec un tableur Excel. Mais tôt ou tard, vous allez arriver à un moment où il vous faudra un vrai outil, ne serait-ce que parce que c'est avec ces outils que vous pouvez automatiser des relances commerciales, des relances de paiement, etc. Ce qui va vous amener, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous pencher le plus tôt possible dans votre activité vers un CRM dans lequel vous aurez, à chaque fois que vous terminez une étape, bon, ok, maintenant, c'est quoi l'étape suivante pour l'emmener à la vente? Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de gérer votre prospection. Qui est-ce que j'ai eu, que j'ai pas eu, j'ai eu un barrage secrétaire, donc il faut que je rappelle, etc. Et donc ça, c'est ce qui va me permettre de programmer des tâches pour être sûr de relancer ce client qui va dire attendez là je peux vraiment pas parce que je suis en plein salon, rappelez-moi après le salon. Ok, bah, le salon il se termine dans 8 jours, je le rappelle dans 10 jours et du coup j'ai un brise-glace qui me permet alors comment ça s'est passé le salon, etc. Si je fais une relance téléphone ou même mail. Donc, je passe assez rapidement sur ces prérequis, même s'ils sont absolument indispensables. L'étape d'après, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, je vous invite vraiment à poser les questions au fur et à mesure. On va donc revisiter les différentes méthodes de prospection qui s'offrent à vous. Et on va commencer par les plus classiques. Le porte-à-porte. Alors, on va utiliser peut-être le chat qui sera plus facile. Qui a déjà fait du porte-à-porte? Je vous laisse quelques instants. Qui a déjà fait du porte-à-porte? En B2B? Moi. Avons-nous déjà des gens qui ont fait du porte-à-porte? Vous avez un petit onglet chat. Personne. OK. Bon, on verra juste après le téléphone. Alors, qui a déjà fait de la prospection téléphonique? Il n'y a plus personne. Il n'y a personne qui a jamais prospecté? Mon Dieu. Non plus? Bon, eh bien, écoutez, je vais avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le porte-à-porte? Le porte-à-porte, alors encore une fois, on va bien distinguer deux choses, le particulier et le professionnel. Pour le particulier, je vais vous donner un exemple tout bête. J'habite dans une maison individuelle. L'autre jour, il y a ça toque à la porte et c'est un monsieur et une dame qui venaient me proposer un diagnostic thermique gratuit, etc. Ça tombe bien, je suis en train de faire des travaux de rénovation dans la maison, ça m'a intéressé, etc. Et je respecte quelqu'un qui fait de la prospection, parce que je sais à quel point c'est dur, que ça a été bien fait, propre sur eux, bonne présentation, bon pitch de départ, etc. Ils sont arrivés au bon moment. Aussi bien, ils pouvaient se faire jeter comme des malpropres s'ils tombent sur un mauvais coucheur. Donc, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Idem en B2B, parce que ça se fait moins que ce que ça se faisait avant. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend depuis une vingtaine d'années, depuis la généralisation d'Internet, le porte-à-porte se fait de moins en moins. Moyennant quoi, alors que les secrétaires étaient véritablement formés pour faire un barrage prospection, elles le sont un petit peu moins. Et je dirais qu'en B2B, on arrive assez facilement en porte-à-porte à au minimum avoir le nom de l'interlocuteur et une coordonnée mail ou téléphone pour pouvoir ensuite utiliser une deuxième méthode de prospection. Les inconvénients, c'est ceux que j'ai listés ici. C'est que d'abord, c'est énergivore et chronophage. Ça prend du temps parce que, imaginons que je vais faire de la prospection physique. Je vais prendre quelqu'un que j'ai un exemple. J'ai accompagné quelqu'un il y a peu de temps qui vend des équipements de sécurité.
Donc, ces clients, ça va être toutes les entreprises de BTP, mais ça va être aussi tout ce qui tourne autour de la maintenance dans les stations de ski, etc. Ou personnel de mairie qui peut être dehors et donc qui va avoir besoin de gilets de sécurité, etc. Bon, bah, faut d'abord repérer où est-ce qu'il se trouve géographiquement. Donc ça, vous avez Google Maps qui, en partant d'un fichier Excel dans lequel quand vous avez créé votre fichier, vous pouvez l'importer dans Google Maps et voir où se trouvent géographiquement vos prospects. Donc, du coup, si j'ai les adresses, je vais m'apercevoir que, par exemple, je dis n'importe quoi, rue de Chantabord, j'ai 5 clients. Bah, c'est effectivement facile en porte-à-porte d'aller taper les 5 portes et puis bah, d'essayer d'obtenir un rendez-vous ou à minima le nom d'interlocuteur. Sauf que le deuxième inconvénient, c'est que il y a des techniques pour passer les barrages secrétaires, pour s'en faire une alliée, et qu'effectivement, c'est bon, ça s'apprend, c'est comme tout. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai un retour rapide sur investissement. C'est-à-dire que si à un moment je vois que mes ventes sont en baisse ou j'ai pas assez de contrats ou j'ai pas assez de devis en cours, ok, je prends ma voiture, je vais dans une zone, et je peux taper des portes. Là, ma variable d'ajustement effort de prospection peut se transformer assez rapidement en nombre de rendez-vous. Donc ça, c'est bien. L'accès aux décideurs, typiquement si votre client c'est, je dis n'importe quoi, le chef d'atelier d'une entreprise industrielle ou le conducteur de travaux d'une boîte de VTP ou le chef d'entreprise, etc. Enfin, en B2B, on a assez facilement accès aux décideurs avec des astuces toutes bêtes, toutes simples. Hein. La nuit tombe tôt en ce moment, vous allez dans une zone industrielle, 17h30, 18h, il n'y a plus qu'une seule lumière et le gros 4x4 qui est garé devant, je caricature un peu, vous avez vraisemblablement le chef d'entreprise qui est encore là et qui est accessible. Voilà. Mais le vrai avantage du porte-à-porte, c'est que comme ça se fait de moins en moins, ben, du coup, il y a moins ce côté agressif que peut avoir le téléphone, où on en a marre du téléphone qui sonne pour un oui, un non, et donc ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est pour le récap. Y a-t-il des questions sur le porte-à-porte? Ah, si, on a quand même des gens qui ont fait du porte-à-porte. OK. Alors, ça marche. Prospecter par téléphone. L'onglet de chat ne fonctionne pas. Ah, bah OK, d'accord. Alors, je regarde un tout petit peu. Alors, prospection par Instagram ou mail, mais là, c'est autre chose. Alors, en matière d'outils de CRM pour une TPE, que recommandez-vous précisément? Alors, il y en a tout plein, mais je vous donne quelques exemples. Dans ceux que je connais, j'ai longtemps utilisé HubSpot à titre perso, qui est en version gratuite, avec effectivement, dès qu'on veut quelques fonctionnalités avancées, c'est payant. Mais vous avez également des gens comme Pipedrive, vous avez également quelque chose comme Odoo. Odoo, si vous utilisez juste le CRM, c'est gratuit, avec des jolies fonctions. Il vous permet aussi de faire un site internet, etc., avec des prix qui sont vraiment très abordables, puisque ça doit être de l'ordre de 30 ou 40 euros par mois pour un outil qui est très facile à prendre en main. Voilà, enfin, vous tapez CRM, j'ai pas d'action pour l'un ou pour l'autre. Hein, je peux vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé HubSpot, je suis en train de migrer sur Odoo. Donc voilà au niveau des outils. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire un petit passage sur le porte-à-porte. Ça fonctionne encore. Le téléphone. Alors, technique plus difficile à maîtriser, ça signifie que, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont découler de la qualité de votre fichier et donc du fait que vous avez les numéros de téléphone. Le téléphone, ça marche encore à une seule condition, c'est que vous ayez un ciblage ultra précis. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous proposez, ça s'adresse à cette personne. Si vous faites prospection tous azimuts, plus vous êtes en tous azimuts, moins ça marche. Donc, retour à ce dont on a parlé pendant le pitch. Pendant le pitch, j'avais donné un exemple. Je cible les industriels. C'est hyper vague. Je vais donc pouvoir téléphoner à tout le monde. Je vais avoir un taux de réussite très faible. Je cible les industriels du milieu médical. Ah, ok, là c'est déjà plus précis. Je vais en avoir moins, mais mon offre correspond mieux. Je cible les industriels du secteur médical de Auvergne-Rhône-Alpes
puisque dans mon offre, j'ai une dimension service, proximité, etc. Voilà. C'est un petit peu comme en SEO, les mots-clés de longue traîne. Plus je vais rajouter des critères dans mon ciblage, moins je vais avoir d'interlocuteurs dans mon fichier, mais plus je vais avoir une possibilité d'obtenir quelque chose de correct. Pour avoir un ciblage très précis et faire vraiment de la personnalisation, ça peut tout à fait se coupler avec l'actualité de vos prospects. Et on ne pense pas suffisamment à ça, mais les réseaux sociaux d'un côté pour voir l'actualité de vos prospects et du coup déclencher un coup de fil beaucoup plus personnalisé par rapport à un événement ou quelque chose que vous avez relevé dans la presse ou les réseaux sociaux, ça donne encore de bons résultats à la seule et unique condition que ça soit ciblé. Donc là, pareil, retour sur investissement assez rapide puisque j'ai en ligne la personne, je peux caler mon rendez-vous, ça va vite. Accès aux décideurs en B2B, oui. Si je fais de la prospection auprès des particuliers, oui, puisque je vais voir monsieur ou madame. Effectivement, il peut y avoir les enfants qui décrochent, mais là, après, c'est une question de choix d'horaire. Donc, le téléphone, ça fonctionne encore, mais attention, pour obtenir des résultats, vraiment, grosse personnalisation, gros training en amont, et vraiment, l'art du pitch doit être maîtrisé sur le bout des doigts, sinon vous allez vous faire raccrochonner dans les secondes qui suivent. Le mailing papier. Alors, les deux écueils, c'est que suivant ce qu'on peut faire, suivant le nombre que je veux envoyer, ça peut nécessiter un petit investissement. La vraie difficulté, c'est que ça nécessite de maîtriser le copywriting, ou en bon français, l'art d'écrire pour vendre, l'art de l'écriture persuasive. C'est vieux comme le monde, hein. Déjà dans les années 50, il y avait des gens dont le métier était d'écrire et puis on renvoyait avec un petit coupon et avec le chèque pour acheter. C'est Ray-Ban qui a fait ça au départ dans les années 50 et ça marchait très bien. Alors ça marche encore tout simplement parce que c'est ce que j'ai mis ensuite, son âge fait sa force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce temps que vous êtes, vous avez des boîtes mail qui sont pleines à craquer. Je ne sais pas qu'on reçoit 40, 50, 80 mails par jour, alors que par contre, dans la boîte aux lettres, moi, je peux recevoir 2 ou 3 courriers par jour. Donc, tout d'un coup, quand j'ai quelque chose qui m'est adressé, tiens, qui c'est qui m'écrit, hop, et suivant ce que c'est, alors, si j'ai un flyer anonyme, etc., avec un truc absolument pas personnel, bon, ok, ça va passer à la poubelle. Mais si c'est quelque chose de bien ciblé, oui, forcément, ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce que j'appelle bien ciblé? Vous vendez quelque chose qui est en liaison avec je ne sais pas moi, avec la construction, vous envoyez un mailing en vous étant basé sur les avis de publication de permis de construire ou des choses comme ça. Là, vous allez avoir dès les premières lignes quelque chose qui va parler à votre interlocuteur. Prospection par téléphone, beaucoup de répondeurs ou occupés. Oui, effectivement. Alors, d'où l'utilisation, je parlais tout à l'heure d'automatisation. Vous avez des petits outils qui permettent de cliquer et puis ça vous compose le numéro tout seul, etc. Si vous tombez sur le répondeur, vous avez deux politiques. Soit vous laissez un message, et si vraiment votre pitch est bien fait, mais retour à la notion de ciblage, hein, si votre pitch est bien fait, vous avez quelqu'un qui va pouvoir vous rappeler, ou la première fois, vous ne rappelez pas, vous réessayez une seconde fois. Après, ce n'est pas la peine de réessayer X fois, hein, ça devient du harcèlement. La deuxième fois, message. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire un couplage téléphone-mail. Parce que si vous envoyez un mail dans lequel vous dites j'ai essayé de vous joindre par téléphone à plusieurs reprises sans succès, je voulais vous parler de votre souci et de la façon dont nous vous permettons de, est-ce que vous avez quelques minutes? Là, ça devient différent. D'accord? Donc, pour revenir au mailing papier, ça vous différencie des autres méthodes de prospection et quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien. Moi, j'avais mis une fois en place un mailing à destination des plombiers. Alors, effectivement, investissement. Petit tube en PVC. Le mailing était roulé à l'intérieur du tuyau PVC et sur l'enveloppe, c'était un bon tuyau pour les plombiers.
ouverture systématique, forcément, parce que les gens ne sont pas habitués à recevoir un petit paquet. Et effectivement, l'offre était bien faite et ils ont eu des taux de retour qui étaient extra, parce que derrière ce mailing, les commerciaux ont relancé. Et du coup, bonjour, je vous ai envoyé un bon tuyau, etc. Ah, c'est comme il y avait eu ce capital sympathie qui avait été fait par le mailing papier, l'accueil téléphonique derrière était très bon. Pour se procurer une liste de prospects, vous avez parlé de la CCI. Quel service faut-il contacter? Alors, la CCI, mais je ne sais. Sandra, vous êtes là? Et- oui, oui, je suis là. J'ai envoyé la réponse à tout le monde. Du coup, vous pouvez contacter notre service fichier par mail, fichier @savoie.cci.fr. Ok, alors comme j'ai pas vu passer la réponse, je préférais m'arrêter. Ok, parfait. Pour ceux qui sont en B2B, il y a un moyen d'avoir un fichier très qualitatif parce qu'on a la fonction, etc., via LinkedIn. Tout dépend qui vous prospectez à l'intérieur d'une entreprise, parce que généralement, ce que vous allez pouvoir obtenir à la CCI ou chez Corporama ou chez Compass, etc., c'est un nom de société avec un nom de dirigeant. Si vous, ce que vous cherchez à avoir, c'est le responsable logistique ou autre, LinkedIn est quand même quelque chose qui va être beaucoup mieux. Mailing papier. Alors, dans le plus classique, excusez-moi, voilà, dans le plus classique, on va avoir l'emailing, les réseaux sociaux, les prescripteurs et les clubs d'affaires. Donc, l'emailing, ça nécessite un fichier parfait parce qu'il faut que je sois sûr d'être sur le bon interlocuteur, avec une adresse valide et avec la bonne adresse. C'est-à-dire que typiquement en B2B, si j'envoie sur des adresses contact à ou info à, je vais avoir des taux d'ouverture et des taux de clics qui vont être catastrophiques. Donc là, c'est bien d'arriver à avoir vraiment l'adresse nominative de la personne que je cherche à avoir. L'autre difficulté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est faut que j'arrive à sortir du lot. Or, les critères qui font qu'on ouvre un email, c'est 1, je connais l'expéditeur, 2, l'objet, 3, les quelques premiers mots, ceux qu'on visualise dans la petite fenêtre d'aperçu, qui font que je vais ouvrir ou pas. Donc, c'est là où il peut y avoir une connexion téléphone, email ou réseaux sociaux, email, pour, au moment où l'email arrive, ne pas être un inconnu. D'accord? L'avantage de l'emailing, c'est que il y a des possibilités d'automatisation qui sont élevées. Moi, typiquement, j'utilise ça pour la prospection, mais ça peut s'utiliser aussi pour les relances règlements. Vous faites une séquence d'emails. Typiquement, vous envoyez un devis. 3 jours après, vous avez en automatique bonjour, est-ce que vous avez bien reçu mon devis? Avez-vous le temps d'en prendre connaissance? Quand est-ce qu'on peut en reparler? Proposez-moi des dates, etc. J+3. 3 jours après, sans doute le temps vous a manqué, mais bon, il y a moyen de faire une séquence comme ça sur 3 ou 4 mails pour augmenter les taux de retour, que ce soit sur une prise de rendez-vous, sur une réponse à un devis ou sur un règlement si j'ai pas reçu. Voilà. Donc, ces possibilités d'automatisation, ça nécessite par contre d'automatiser quelque chose qui marche. C'est un peu comme quand on lance une franchise. On a d'abord le business model qui est clairement établi et ensuite on fait copier-coller. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon message auprès de la bonne cible, le bon argument et que vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez ajouter une petite dose d'automatisation qui va vous permettre de faire gagner du temps. Voilà. Mais encore une fois, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit ultra ciblé. Typiquement, dans vos sources d'information, encore une fois, tout dépend tout dépend des activités, mais par exemple, suivant les métiers, les annonces légales sont une mine d'informations extraordinaire. Suivant alors les métiers qu'on a eu tout à l'heure, dépôt de permis de construire, décoratrice intérieure, ça va matcher. Réfléchissez, chacun en fonction de vos métiers, à où est-ce que je peux trouver l'info qui. D'accord? Ça peut être une info sur un déménagement, ça peut être une info. Enfin, il y a 1000 et un moyens de trouver de quoi cibler. Si j'arrive au bon moment,
je vais avoir des résultats, sinon c'est plié. Y a-t-il des questions sur l'emailing? Alors, emailing, je vous donne quelques repères en termes de bonnes pratiques. En gros, l'objet doit être court, 6 ou 7 mots maxi. Pour pas être spammé, évitez les mots promotion, discount, etc. Ça, c'est typiquement des mots spam et du coup, vous allez vous faire spammer. Le nom du décideur ou de l'entreprise doit être dans les premiers mots, c'est-à-dire que idéalement, évitez le bonjour Monsieur Dubois. Vous pouvez tout à fait rentrer dans le vif du sujet et avoir je sais pas, le développement de Forgacom vous intéresse, Monsieur Dubois, vous intéresse bien sûr, Monsieur Dubois. Là, vous avez dans la première phrase de quoi est-ce qu'on va parler, le nom de ma boîte, le nom de l'interlocuteur, et ça ne, excusez-moi l'expression, mais ça ne pue pas le message prospection. Bonjour Monsieur Dubois, notre entreprise spécialisée depuis. C'est trop tard, c'est mort, j'ai déjà scratché. Hein. D'accord. Donc l'objet court, je dois tout de suite comprendre de quoi on va parler. Ou jouer sur la curiosité. D'accord. La curiosité, ça marche très bien. Ou encore plus fort, mais ça dépend, sur la peur de passer à côté de quelque chose. D'accord. La peur de perdre est un moteur plus fort que l'envie de gagner. C'est marrant, mais c'est comme ça. Dans le corps du mail, donc le nom du décideur et ou de l'entreprise très rapidement au début, mais 300 mots maxi, ou vraiment dire plus. Pardon, pas des mots, 300 caractères maxi, ce qui fait vraiment très très court. Pensez, pensez au tweet, c'est vraiment un format court. Là, on est de cet ordre-là. Quand vous ouvrez un mail, si vous avez un placard, voilà, ça va être long, c'est un mot, il me prend la tête, boum, on scratch. Alors que ça aurait pu être intéressant. Très court. 300 caractères. Hein, je suis désolé, je rectifierai, mais c'est pas 300 mots, c'est bien 300 caractères. J'attends pour voir s'il y a des questions sur l'emailing. Alors, dans les autres bonnes pratiques, si vous vous mettez à faire de l'emailing, ne faites surtout pas de l'emailing sur des grosses bases. C'est-à-dire, ah chouette, j'ai chopé une liste de 400 noms, je vais bombarder 400 mails. Non, ça c'est le meilleur moyen pour être repéré par les serveurs comme étant quelqu'un qui bombarde et donc pour être classé en spam et donc avoir un taux d'ouverture qui sera pas bon. D'accord. Donc, pour ça, le seul moyen, ça va être de prendre une adresse qui a déjà été utilisée, parce que du coup, elle est identifiée. Alors, dans certains cas, elle va aussi vous permettre de passer les mail in black si vous vous adressez à des gens avec qui vous avez déjà conversé. Mais surtout, si vous utilisez une adresse avec laquelle vous avez déjà travaillé avec vos fournisseurs, votre expert comptable, votre banquier, etc., etc., cette adresse, elle est connue. Donc, il faut la chauffer. Ce que j'appelle la chauffer, c'est si vous avez 200 adresses auxquelles vous voulez envoyer votre email, vous commencez par en envoyer 10 le lundi, puis vous en envoyez 20 le mardi, puis 30, etc. En fonction du nombre que vous avez à faire, on retrouve cette espèce de prime à la régularité. Il vaut mieux fractionner ça en plusieurs envois. Ça vous évite le spam et ça vous permet, si votre mailing fonctionne bien, de pouvoir traiter les contacts correctement derrière. Enfin, dernier conseil pour l'emailing, travaillez pas par mail, mais par séquence de mails. Et encore une fois, possibilité de couplage avec le téléphone ou de couplage avec les réseaux sociaux. Typiquement, j'envoie un mail à quelqu'un et dans la foulée, je vois qu'il l'a ouvert. Poum, je lui envoie une demande de connexion sur LinkedIn. En disant, tiens, je vous ai envoyé un mail, mais si vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à passer par ici. Un message via la messagerie de LinkedIn ou de Facebook, hein, c'est moins engageant que de répondre à un email. Voilà. Alors, quels sont les meilleurs outils d'emailing? Alors, les meilleurs, je suis embêté parce que, alors, encore une fois, je n'ai pas d'action chez personne, mais vous pouvez regarder du côté de YAMM, YAMM. En fait, c'est un petit outil qui vient se plugger avec une feuille Excel
de Google, une Google Sheet, pardon, et qui va très très bien fonctionner avec un Gmail. Et donc jusqu'à 50 mails par jour, vous êtes en version gratuite. Donc avec 50 mails par jour, il y a déjà de quoi bien faire. Mais vous avez d'autres solutions comme Sendinblue, comme ActiveCampaign, voilà, des outils pour faire de l'emailing, il y en a plein. Lemlist, qui est une solution française qui offre, qui a vraiment tout misé sur l'ultra personnalisation pour faire du cold emailing, donc de l'emailing à des gens qu'on ne connaît pas. Et Guillaume Moubèche, le fondateur de ça, a vraiment fait un carton parce que son truc, c'est des vidéos ou des photos personnalisées. Voilà, donc voilà, il y en a tout plein, je viens de vous en citer quelques-uns. Yam, c'est hyper facile à mettre en œuvre et c'est gratuit. Et en gros, plus vous allez monter sur du truc perfectionné, plus il va falloir sortir votre chéquier, mais je en vaut la chandelle. Voilà. Odoo fait ça très bien aussi. Voir être blacklisté, bien sûr, Céline. Alors, c'est quoi un bon taux d'ouverture Alors, tout dépend de la largeur de votre cible. En gros, je vais vous donner l'exemple ultime. Des gens comme Sephora considèrent qu'à moins de 15% de taux de clic, pas de taux d'ouverture, hein, de taux de clic, en dessous, c'est pas bon. Sauf que Sephora, ce sont des gens qui ont un marketing de fou, qui sont capables de segmenter, j'ai envie de dire, vous êtes un homme, vous êtes blond, vous êtes une femme brune, etc. Ils ont un degré de segmentation qui est extraordinaire. Alors, j'ai peut-être dit une bêtise hein, avec la couleur des cheveux, ça c'est plutôt L'Oréal. Mais par rapport à ce que vous avez acheté chez eux, leurs emailing sont très ciblés. Et surtout, si au bout de, je crois que c'est 4 ou 5 minutes, oui, tout à fait, Céline Mailjet, si au bout de 4 ou 5 mails, vous n'avez pas ouvert, ils vous shootent. Ils considèrent que vous n'êtes pas intéressé, que donc tout ce qu'ils risquent, c'est qu'à un moment, vous les mettiez en spam et donc que ça puisse nuire à leur délivrabilité. Globalement, en taux d'ouverture, vous devez viser au minimum 20%. En dessous, vous avez un problème soit de délivrabilité, je vais y arriver, c'est pas facile, soit le message n'est pas bon, alors le message ou l'accroche hein, n'est pas bonne. Voilà. Outils pour les mails, mail tester. Alors ça, c'est effectivement pour faire le test, et, je crois pour chauffer également l'adresse mail. Mailjet, ok. Voilà pour l'emailing. Youpla, si on veut garder un petit moment. Alors, réseaux sociaux. Avant de vous parler des réseaux sociaux, je voudrais juste vous faire un petit rappel qui date de la ruée vers l'or aux États-Unis. Tout le monde s'est précipité pour aller chercher de l'or parce qu'il y avait de l'or dans les Rocheuses et en Californie. Ceux qui ont fait fortune, c'est ceux qui vendaient les pelles et les pioches. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir fleurir des gens qui vous vendent des formations en long, en large, en travers pour arriver à faire du business facile, etc. Par Insta, par Facebook, par LinkedIn, par ce que vous voulez. La vérité, c'est que vous arrivez à avoir éventuellement de la visibilité, mais pour transformer ça en business sonnant et trébuchant, c'est extrêmement compliqué. Tout simplement parce qu'il y a une vraie difficulté à sortir du lot. Ceci étant, pour des gens qui ont bien maîtrisé les codes du réseau social sur lequel ils veulent aller, il y a des possibilités de viralité qui font qu'il y a encore de la place si on a un angle différent. Voilà, on voit des très très beaux succès. J'ai vu qu'on avait quand même beaucoup de dames aujourd'hui. Pour les dames qui vont sur LinkedIn, certaines d'entre vous connaissent peut-être Nina Raman. Nina Raman est une femme qui aujourd'hui fait un business plutôt sympa via LinkedIn. Elle a choisi son créneau et c'est une femme qui était absolument inconnue il y a 2 ans. Voilà, le tout en ayant eu le temps de gérer une grossesse. Voilà, donc les réseaux sociaux, attention, on peut facilement y perdre du temps. On peut facilement y perdre un temps fou parce que de toute façon, c'est conçu pour faire de la rétention et vous garder le plus longtemps possible. Qui sait qui s'est jamais retrouvé à scroller son fil d'actualité et ah, putain, ça fait 20 minutes. Voilà. Et surtout, c'est un travail de long terme. Alors certes, l'avantage, c'est que l'investissement financier il est quasiment nul, qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent s'automatiser. Sur LinkedIn, par exemple, on peut. Alors,
Sur l'ensemble des réseaux, vous pouvez utiliser des choses comme Phantom Buster qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Dans les outils d'automatisation, il y a bien sûr le plus connu, Zapier, et outil qui fait scrapping et automatisation sur LinkedIn, Wallaxy, W-A-A-L-A-X-Y, je vais y arriver, Wallaxy, qui permet de faire une sorte de CRM dédié à LinkedIn et de coupler message LinkedIn et emailing et recherche d'email professionnel. Attention, encore une fois, l'automatisation, c'est que quand on a déjà le bon mode d'emploi. Okay, les réseaux sociaux, moi j'attire votre attention sur le fait que c'est une mine d'or en termes d'informations pour faire de la veille, pour trouver des contacts, pour constituer un fichier, pour se donner de la visibilité, pour vendre plus compliqué, pour obtenir des rendez-vous pas mal. L'un des avantages, c'est qu'une fois sur deux, vous atterrissez là-dedans, directement dans le portable de votre prospect. Donc là, barrage secrétaire, on ne connaît pas et ça peut permettre de prendre des rendez-vous, mais attention, compliqué. Ensuite, les prescripteurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle prescripteur? On va prendre quelqu'un qui fait mon métier. Moi, mes prescripteurs, c'est l'expert comptable. Donc, mes clients, ce sont des chefs d'entreprise. Mon prescripteur, c'est l'expert comptable ou c'est le banquier. Sauf que faut prendre beaucoup de temps pour aller rencontrer les prescripteurs. Ces gens-là n'ont pas que ça à faire de me recevoir. Ces gens-là n'ont pas forcément que ça à faire de quand ils ont un client qui a un problème ou autre, ou quelque chose qui pourrait être amélioré. Le réflexe de dire eh, tiens, tu devrais aller voir Frédéric. Voilà, donc il y a un ratio temps-efficacité qui peut être douteux. C'est un travail de long terme, c'est-à-dire que ce n'est pas avec ça que vous allez boucler la fin du mois. Pour boucler la fin du mois, téléphone, porte-à-porte, email, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, si on fait ça en parallèle, et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de régularité dans la prospection et de multiplier les canaux, si vous vous dites, tiens, je passe 1 heure par semaine à travailler mes prescripteurs ou 2 heures par mois ou peu importe, ce qui est important, c'est que vous ayez prévu ce temps et que vous vous y teniez, de cultiver un réseau de prescripteurs fait qu'au bout d'un moment, vous aurez le plaisir d'avoir des appels entrants qui arrivent tout seuls avec une notion de confiance. Alors, les meilleurs prescripteurs, c'est aussi vos clients, d'accord? Donc ça, pensez-y. Là, ça va beaucoup plus vite. Mais là, on n'est plus sur du prescripteur, on est sur de la recommandation. Il y a beaucoup de métiers où on ne fonctionne que par recommandation. Je pense par exemple au gestionnaire de patrimoine. Il ne fonctionne en termes de prospection quasiment qu'avec de la recommandation. Donc le prescripteur, très bien, mais plus long terme. Et enfin, pour en terminer, avant de passer aux questions-réponses, les clubs d'affaires, je pense à des gens comme BNI, Carbao, etc. Alors, il y a un ticket d'entrée, BNI, je crois que c'est 1500 € ou quelque chose comme ça. C'est cher ou pas, tout dépend du business qu'on va faire après derrière. Alors, on est fait pour ce type de travail en réseau ou pas. Il y a des gens qui sont parfaitement à l'aise là-dedans et d'autres personnes pour qui ça ne convient pas. Ça va dépendre aussi des professions qui vont être représentées dans votre groupe. C'est-à-dire que si vous avez des professions où il y a vraiment des connexions avec vous, il peut y avoir des groupes sympas à constituer. Voilà. Mais il faut être prêt à y consacrer du temps puisque c'est généralement une réunion par semaine ou une réunion tous les 15 jours. Et là aussi, c'est un travail de long terme. Moi, j'ai quelques-unes de mes relations qui sont allez, je vais dire dans l'un de ces réseaux pour pas faire de pub pour l'un ou l'autre, mais ils me disent tous, j'ai commencé à vraiment faire des affaires au bout d'1 an. Voilà. Donc, encore une fois, on est sur de l'approche indirecte. J'ai un client, il doit avoir maintenant une équipe de 5 ou 6 commerciaux et chez lui, c'est une règle, tous ses commerciaux sont dans un BNI. Mais c'est quelqu'un qui vend de la téléphonie d'entreprise, etc. Et effectivement, dans son activité à lui, ça donne d'excellents résultats. Voilà. Ceci dit, ça fait maintenant plusieurs années que son entreprise est présente dans les BNI de sa région. Et voilà, c'est vraiment un travail de long terme. Donc voilà un petit peu pour les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de prospection. Pour terminer, je crois que vraiment le message que je vais vous faire passer, c'est de travailler votre différence, votre ciblage,
de travailler ensuite avec méthode et avec régularité, d'accord? Et surtout de mixer les méthodes. Mixer réseau social, email, de mixer email, téléphone, ou les trois, parce qu'il n'y a pas une seule solution qui permet de. Alors après, pour qu'on rentre dans des éléments concrets, je vous propose de passer à la partie questions-réponses, simplement en vous rappelant que à l'issue de ce webinaire, donc vous aurez possibilité donc, de retrouver le webinaire ou d'avoir les slides via la CCI, qu'en prenant contact avec Sanja, vous pouvez avoir un diagnostic commercial gratuit qu'on a fait ensemble avec la CCI pour checker un petit peu où est-ce que vous en êtes, là où vous êtes bien et là où il peut rester des choses à faire. Et que pour ceux qui le souhaiteront, on est en train de constituer des groupes avec 4 personnes et minimum et 6 personnes maximum sur lesquels on va rentrer dans le vif du sujet et où on va être sur de la mise en œuvre d'une séance sur l'autre, donc 4 demi-journées pour un budget de 1 300 € pour faire vraiment de l'accompagnement personnalisé. Voilà. Donc, on passe aux questions. Sanja, est-ce qu'on a la possibilité d'ouvrir tous les micros? Voilà, je vais donner le droit à tout le monde de s'exprimer directement à l'oral. Hop. Voilà. Et on a parfaitement respecté le timing. Oui. Et par contre, voilà, si quelqu'un veut parler, il faut qu'il active son micro. Alors, qui c'est qui a la première question? En attendant, peut-être Frédéric, nous avons une question de Annick qui demande si vous avez une liste de tous les outils que vous avez cités. Alors non, j'ai pas de liste. Je suis en train d'afficher. Alors, je suis un petit peu embêté dans la mesure où je voudrais pas. Alors, il y en a certains que j'ai cités que je connais pour les avoir utilisés moi-même quand je parle d'HubSpot ou de Odoo. Par exemple, je vous ai parlé parce que quelqu'un nous l'a susurré Mailjet. Je connais, j'ai entendu parler comme étant un bon outil. J'ai pas testé moi-même. Donc, je suis un petit peu embêté, si vous voulez, de recommander quelque chose que j'ai pas testé moi-même. Mais ça, aujourd'hui, avec une simple requête comparative CRM ou autre, vous pouvez trouver. Mais par contre, effectivement, c'est une bonne idée. Je vais essayer de faire une liste. Je vais faire une liste d'outils. Eh bien, écoutez, oui, je vais faire une liste d'outils au quotidien et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un post prochainement ou alors comment est-ce que je peux faire? Je vous ferai passer la liste Sanja et comme ça, les personnes qui voudront pourront récupérer. Alors, forcément, la liste, elle ne sera pas exhaustive hein, parce que je ne les connais pas tous. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de l'outil. Alors, d'autres questions? Pour le diagnostic commercial, vous prenez contact avec directement avec la CCI, avec Sanja. J'étais en train de répondre justement, j'ai répondu directement à la personne, mais j'allais dire également à tout le monde, si vous voulez réaliser un diagnostic commercial, n'hésitez pas, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire. Vous pouvez donc préciser que vous souhaitez être contacté ou m'envoyer simplement un mail à l'adresse commerce@savoie.cc.fr et je vous rappellerai pour fixer un rendez-vous téléphonique pour le rendez-vous pour le diagnostic commercial. Et j'en profite aussi pour rappeler qu'il y aura bien un replay de la session d'aujourd'hui sur le site internet de la CCI Savoie probablement en fin de la semaine. Et moi, je suis en train de me dire que pour répondre à la question d'Annick, je vais directement, comme je dois reprendre le slide, parce que j'avais fait une faute en mettant 300 mots ou de 300 caractères, je vais rajouter une liste. Je vais rajouter une liste directement dans les slides. Donc, il suffira aux gens qui veulent les slides, ils récupéreront la liste. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Liste des outils. Spéciale mention pour Annick. Vous vendez quoi, Annick? Ben moi, je suis à la chambre de commerce et donc j'aide justement aussi les porteurs de projets
à mieux se préparer aux matières commerciales. Donc, effectivement, je leur communique certains outils, mais il y en a d'autres que vous avez déjà mentionnés. Mais c'est intéressant d'avoir aussi votre propre utilisation de. C'est pour ça que je comprends votre retour en disant, bah, je ne peux pas trop dire que cet outil est bien si je ne l'ai pas testé. Donc, je comprends tout à fait. Exactement. Alors, surtout que l'outil, comment dirais-je, l'outil c'est indispensable, mais c'est pas une fin en soi. Je veux dire, dans un marteau, le plus important, c'est pas tant le marteau, c'est la manière de s'en servir. Voilà, si j'utilise le marteau d'un charpentier professionnel, c'est pas pour autant que je vais clouer aussi vite et bien que lui. Donc après, tout dépend. Je parle en particulier des CRM ou des outils d'emailing. On n'est pas tous égaux dans notre capacité à utiliser des outils qui, certaines fois, demandent des paramétrages, etc. Voilà, donc ce que j'ai apprécié chez des gens comme HubSpot ou Odoo, c'est que bon, il y a du support derrière, etc. On trouve des vidéos, voilà, il y a beaucoup de choses avec qui permettent de se dépatouiller tout seul. D'accord. Voilà. S'il y a d'autres questions, je suis encore disponible. Alors, je n'avais pas vu, Céline avait levé la main. Je ne sais pas si elle a une question. N'hésitez pas à nous. Bonjour, c'était pas forcément une question, c'était un peu pour répondre également à Annick et à Frédéric. La plupart des outils CRM ont des versions gratuites. Oui. Et sur les outils de gestion d'emailing, je pense qu'il est très important d'essayer pour trouver celui qui nous convient. Moi, j'en ai essayé plusieurs. C'est pour ça que j'ai parlé de Mailjet. C'est important de bien voir la facilité d'envoi parce que ça peut vite devenir très, très, très compliqué. Oui, tout à fait. Par contre, et j'ai pas pensé à le préciser, mais il faut éviter des trucs comme Mailchimp, qui est très bien pour faire une newsletter, mais qui est pas du tout adapté pour faire de l'emailing de prospection. Et pourtant, Mailchimp est aujourd'hui un des plus utilisés parce que ils ont une communication énorme. Et donc, beaucoup d'entreprises utilisent Mailchimp, mais n'arrivent pas à faire décoller leurs emails, tout simplement. Oui, tout à fait. Mais parce que si c'est pour faire une newsletter, c'est fait pour, et c'est très bien fait. Par contre, pour faire de l'automatisation, pas bon. De toute façon, la règle de base, c'est il faut que l'adresse utilisée soit votre adresse à vous et pas une adresse qui est mise à votre disposition par l'outil d'envoi. Mais manifestement, Céline, vous connaissez ça. Oui, un petit peu. Voilà. Même beaucoup. C'est très important. Quand je parlais de blacklister, il faut bien faire très attention. Je me permets, Frédéric, quand vous utilisez vos adresses mail professionnelles avec vos noms de domaine, de ne pas envoyer effectivement en masse. Si vous êtes repéré avec ce genre de mots, quand on vous dit blacklister, c'est non seulement vous ne pourrez plus envoyer d'email, mais votre site internet ne sera plus visible. Donc, il faut quand même être très prudent sur l'emailing de masse. Quand je parle de masse, ça va être d'utiliser son adresse mail professionnelle avec son Outlook, par exemple, et envoyer 150 messages d'un coup. Il y a de fortes chances que vous soyez repéré très, très vite. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai dit qu'il vaut mieux commencer par 10 ou 15 le premier jour, 20 le second, de façon à monter en puissance progressivement, à pouvoir rectifier les choses en termes de paramétrage si nécessaire. Et c'est pour ça qu'un outil comme Lemlist est bien parce qu'il propose avant de démarrer la campagne, ils utilisent un serveur pour chauffer l'adresse. Ça, sur le même point, c'est de bien suivre quand on fait des campagnes d'emailing. Si on a un message qui revient retourné parce que l'adresse est fausse, surtout, bien sûr, l'enlever de son CRM pour pas qu'on le renvoie la fois suivante. Etc. Oui, tout à fait. Quand je parlais du CRM et de son entretien, c'est bien de ça dont on parle. Oui. OK. D'autres questions? Ok, et ben apparemment, donc c'est tout bon, il n'y avait pas de questions supplémentaires. Oui, merci. C'est toujours la même, Céline. Je vérifie avec quelqu'un qui a mis la main, mais je crois que c'était Céline. Je n'ai pas d'autres.
Je vérifie une dernière fois. Alors. Ben non, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, soit ils ne sont pas assez curieux pour des gens qui font de la prospection, soit les explications ont été particulièrement claires. Les explications étaient très claires. Merci beaucoup. Et n'hésitez bien sûr pas à revenir vers nous hein, s'il y a d'autres questions par mail. Donc, vous avez les coordonnées de Frédéric aussi, et puis ceux de la CCI de Savoie.